Je veux pas casser l'ambiance, hein, mais vous en faites vraiment des caisses avec ce film. Hein. J'ai envie de reparler de Spider-Man Brand New Day. J'ai sorti ma critique cette semaine où j'analysais vraiment le film, mais il y a des choses que je voulais rajouter par rapport à cette critique. Il y a beaucoup de personnes qui étaient d'accord, d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais c'est le but. Je suis content qu'on puisse discuter du film parce qu'il y a plein de gens qui pensent que j'ai détesté. Non, franchement, j'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé le film, mais je trouve qu'il n'est pas au niveau de la promesse de une, et il n'est pas au niveau en tant que blockbuster, sincèrement, et surtout, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est reprendre un peu les critiques que j'ai lues et regardées en ligne, vos commentaires aussi, je vais pas répéter ce que j'ai dit là. L'analyse, la première, elle est là, et cette vidéo est complémentaire. Donc je vous préviens, on va spoiler Spider-Man Brand New Day, on va en reparler un petit peu, parce qu'il y a des choses que je trouve importantes à dire, ou un petit peu redire aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas capté. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Disney+, vous avez déjà Avatar 3 où le diable s'habille en Prada 2. Sur Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un abonnement avec Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir des films comme de drama ou encore Mortal Kombat 2. Et en plus, les serveurs CyberGhost sont optimisés par plateforme de streaming. Il n'y aura aucun problème. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Vous le savez, maintenant, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Tom le Holland en paix, prenez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité et vous pouvez continuer votre cinéphilie. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. En quelques clics, vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Il y a un truc qui m'a un peu étonné quand même dans le discours de beaucoup de personnes sur TikTok, sur YouTube, dans les commentaires, c'est l'originalité du film. J'ai vu plein de gens dire que ce film est original. Non, et c'est pas grave, hein. Mais il l'est pas. Je suis désolé, il faut être un peu honnête et sincère. C'est pas grave que le film soit pas original, mais il faut aussi réaliser qu'il prend tellement de choses à d'autres œuvres de Spider-Man, que ce soit le Sam Raimi, l'étoile, l'équivalent du symbiote, les mêmes scènes, souvent la voltige qui essaie des trucs similaires entre Amazing, entre Spider-Verse et forcément le Sam Raimi, et c'est ok. Mais juste, franchement, quand je vois ce film, je vois pas un blockbuster original. Je vois pas vraiment de nouvelles idées folles. Il y a quelques trucs vraiment cool et un peu créatifs, mais pour un film Spider-Man, je suis désolé, pour moi, c'est un peu la continuité de Jon Watts, pas en termes de mise en scène, de couleurs, de montage et tout, hein, parce que Jon Watts faisait un moins bon travail, c'était plus un yes man. Là, il y a quand même un différent travail de la part du réalisateur Destin Daniel Cretton. En tout cas, c'est la continuité, pour moi, qualitative. Peut-être c'est le meilleur des quatre, mais franchement, moi, je les mets plus ou moins au même niveau. Parce que là où ce film-là est mieux réalisé, bah, je trouve que les films de Jon Watts, en termes de scénario, ils étaient plus efficaces. Plus droit au but, avec plus d'émotion aussi souvent. Pourtant, il y a de la merde dans ces films-là aussi, hein. Mais je dis juste, c'est un film un peu fourre-tout qu'on a aujourd'hui, comme les précédents. Il veut juste trop faire pour plaire à tout le monde, et ça le pénalise. Ça le fait perdre en efficacité, et ça, je le maintiens. Et il y a un truc que je trouve un peu étonnant, surtout sur TikTok, c'est un peu la nouvelle génération. Eh les gars, manquez pas de respect à Sam Raimi, hein. Vous parlez pas de Sam Raimi, hein, comme dirait un grand fan de Messi, parle pas de Raimi. Non, mais il y a un truc que je trouve assez fou, quand même, c'est que d'un coup, le film, il sort, il y a cette culture de l'instant, et c'est pas grave, encore une fois, et on est en train de dire, ouais, les Sam Raimi, c'était pas bien. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades, pour le coup, parce que les Sam Raimi, le 2, quand même, hein, c'est l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, et l'un des meilleurs blockbusters tout court. Spider-Man 2, c'est un classique de chez classique. Non pas par la nostalgie ou quoi, la nostalgie, elle affecte Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, c'est de la merde. Le 1 et le 2, c'est de la merde. Là, il y a la nostalgie qui fait effet. Mais en fait, tu peux être nostalgique d'un bon truc aussi. Spider-Man 1, il y a quelques problèmes, c'est un peu kitsch, c'est un peu ringard à certains moments, ok. Spider-Man 2, c'est quasiment maîtrisé de A à Z, quoi. C'est genre le blockbuster par excellence. Il n'y a que The Dark Knight, je dirais, qui est meilleur, comme ça, de tête, en tant que film de super-héros, quoi.
Donc les gens, s'il vous plaît, vous respectez Sam Raimi quand même, qu'on aime ou pas le gars, le réal et tout, mais les films de Sam Raimi, les Spider-Man, même le 3, franchement le 3 moi j'aime pas, je trouve que le 3 c'est un bordel scénaristique, il y a plein de problèmes et tout en termes de rythme, de personnages et tout, mais en termes de mise en scène ça met une claque. Mais il faut les deux, il faut la mise en scène, il faut un scénario, il faut plein de choses. Là la mise en scène elle est présente dans Brand New Day, pour un film de manière ok, hein, je dis pas que c'est un grand film en termes de mise en scène, le scénario est beaucoup plus faible d'après moi, il faut les deux. Spider-Man 1 hyper solide, Spider-Man 2 limite un chef-d'œuvre du cinéma, pas du truc de super-héros, du cinéma. Limite, Spider-Man 3, il a des problèmes. Mais en tout cas, la patte de Sam Raimi, elle reste indétrônable dans le game de Spider-Man, quoi. Et parmi, je dirais, le game des films de super-héros, avec des films de James Gunn et les films, évidemment, de Nolan. Donc, il y a un moment, respectez Sam Raimi, s'il vous plaît. Et je pense que beaucoup d'entre vous, et peut-être moi aussi un petit peu, hein, vous appréciez ce film aujourd'hui parce que vous êtes habitués à voir un peu des blockbusters de merde aussi. Mais moi aussi, hein, je me tape que des blockbusters de merde depuis des années. Post-Covid, les States en termes de blockbusters, c'est une catastrophe. Il y en a peut-être un ou deux par an qui est vraiment bien, et encore. Donc passer vraiment, déjà de John Watts qui faisait le Yes Man dans des films gris avec pas trop d'idées, et qui tentait pas grand-chose à Daniel Cretton, qui fait aussi le Yes Man, hein, faut être honnête, hein, c'est un mec, tu vois que c'est un film de studio, il a quelques trucs un peu cool à lui, surtout dans les arts martiaux que tu reconnais, cette touche un peu plus asiatique, forcément, de son travail qu'il a fait avant, mais on reste sur un film du MCU basique. Mais je pense que vous avez oublié, encore une fois, et je dis pas ça parce que le film est mauvais, il est pas mauvais d'après moi, vous avez oublié ce que c'est un bon blockbuster. Et moi je juge des blockbusters en fonction de blockbusters, quoi. Je suis pas là en mode à faire un comparatif entre les Spider-Man et tout, moi je vous dis, moi je vois un blockbuster. Et un blockbuster, que ce soit MCU, Marvel, que ce soit l'Odyssée, que ce soit Mission Impossible, j'en sais rien, que ce soit Vaiana, je juge par rapport à un blockbuster. Et je pense vraiment que beaucoup d'entre vous ont oublié ce que c'est un vrai bon blockbuster, quoi. Et ça, pour moi, ça l'est pas. C'est pas assez efficace, il y a plein de problèmes, je vais pas vous faire la critique. Mais il y a des films que vous aimez peut-être un peu moins bien. Genre Thunderbolts. Bon, vous aimez ou pas le film, je m'en fiche. Mais Thunderbolts, il y avait des idées, il y avait des conneries aussi, il y avait des problèmes. Mais pour moi, c'était un film plus efficace. Dans le scénario, dans la mise en scène, il y avait un truc vraiment qui était mieux fait que ce Spider-Man. Je préfère Thunderbolts à Spider-Man. Je préfère Les Éternels à Spider-Man. Mais Les Éternels, moi j'adore pour le coup, donc c'est pas un bon exemple. Il y a plein de films du MCU que je préfère. Le problème, c'est quoi? C'est que le MCU, en termes de cinéma, c'est la galère. Non, mais depuis un moment, c'est la galère, quoi. C'est la galère, du coup, quand t'as un film qui fait un travail de film, donc qui a un peu de mise en scène, qui a un peu des trucs cool en termes de scénario, qui fait un travail vraiment un peu au-dessus de la mêlée par rapport au MCU post-Covid, bah forcément, vous êtes content. Et moi aussi, je suis un peu content. Je me dis, bah ça va, c'est un film Spider-Man, c'est cool, c'est pas une purge ou un truc comme ça, quoi. Mais il y a un moment, c'est juste qu'on n'est plus habitué à voir des bons films du MCU, quoi. À une époque, les films du MCU, ils étaient hyper solides, quoi. Il y en a qui ont mal vieilli un petit peu, mais globalement, ils étaient solides, efficaces, droit au but. C'était pas le bordel. Là, ça l'est pas, je trouve, malheureusement. Enfin, pas assez. En tout cas, surtout quand tu sors d'un vrai blockbuster comme l'Odyssée, bah ouais, c'est dur de passer sur Spider-Man, même si on compare au MCU. Je pense que je préfère Deadpool et Wolverine, pour le coup, aussi à ce Spider-Man. Non pas que je trouve Sean Levy un bon réalisateur ou quoi, mais il y avait une dynamique entre personnages, il y avait un peu une émotion, il y avait un hommage aux personnages de la Fox, il y avait des tentatives. Après, ça reste un film gris dégueu, mais c'est le problème de ces films Marvel. Mais là, on a un film qui a un peu de la gueule, mais ça suit pas sur le reste aussi. Donc on peut ne pas être d'accord sur ça, je dis pas. Mais je pense que c'est vraiment le problème qu'on a avec le MCU aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens adorent Brand New Day, plus d'après moi qu'ils devraient adorer le film, c'est qu'on a bouffé de la merde dans le MCU depuis un moment. Et je dis pas vraiment de la merde en mode ouais les 4 fantastiques et tout, mais personne se rappelle des 4 fantastiques, et moi je vous le dis, hein, Brand New Day, vous allez pas vous en rappeler non plus, quoi. Ça sera pas ce choc mémorable, incroyable et tout. Il y aura des moments cool et tout, mais globalement, c'est un film qui va être assez oublié. Comme peut-être Far From Home, comme peut-être Homecoming, moins No Way Home, parce que c'était la réunion de 3 personnages et tout. Bon, voilà. Même si le film, pour moi, c'est peut-être le pire des 4, j'en sais rien, faudrait un peu repenser à ça. Mais en tout cas, je pense que c'est ça. C'est que là, on est face à un film du MCU qui fait le minimum syndical en tant que film, c'est-à-dire qu'il fait du bon travail, il est hyper basique sur tous les plans, il y a plein de bêtises, mais vu qu'on s'est tapé des films, mais genre les 4 fantastiques, c'était ok aussi. C'était hyper basique sur tous les plans. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas tapé un film du MCU au-dessus de la mêlée. C'est ça le problème. Là, si je regarde la dernière génération, la phase 6 et 5, du coup là on est dans la 6, mais la 5, putain, de tête, c'est quoi le dernier bon film du MCU qui nous a marqué? Attendez, je vais vérifier, mais et pour moi, il y a rien, quoi. Depuis le Covid, il y a rien. Là, j'ai la liste sous les yeux. Je suis un peu méchant quand je dis post-Covid, parce qu'on a eu Black Widow, qui était ok. Shang-Chi, que moi j'ai bien aimé. Les Éternels, que moi j'ai kiffé, c'est mon top 3 Marvel. No Way Home, moi ça va, je trouve que c'est ok, No Way Home.
Doctor Strange, moi j'ai grave kiffé Doctor Strange, mais c'est en 2022, donc ça va. Love and Thunder, les gens ils détestent, moi j'aime bien. Black Panther Wakanda Forever, par contre pour moi c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Et après Black Panther, Ant-Man Quantumania, catastrophe. Les Gardiens 3, c'était cool. The Marvels, ça allait. Deadpool et Wolverine, c'était cool aussi, ça allait. Captain America Brave New World, oubliable comme pas possible. Thunderbolt, c'était cool aussi. Et là, on est 4 Fantastiques et Brand New Day. Donc en fait, il n'y a pas un film de fou qui sort de la mêlée depuis Doctor Strange 2, quoi. Donc c'était il y a 4 ans déjà. Donc forcément, allez, on va dire les Gardiens de la Galaxie, mais Gardiens de la Galaxie, l'avantage que ça avait, c'est que c'était un peu isolé du MCU. Mais même, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu un film au-dessus de la mêlée. Même Gardien 3, en fait, j'ai bien aimé, je l'ai vu une fois. Je me rappelle plus des Gardiens 3, le délire sur les animaux et tout, mais c'est pas un film mémorable. Pour moi, les Gardiens 3 de James Gunn, je me rappelle bien plus de Suicide Squad et bien plus de Superman, par exemple. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été gâté post Doctor Strange 2, je dirais, pour beaucoup d'entre vous, parce que vous détestez Love and Thunder. Mais à partir de Black Panther, Wakanda Forever, c'est compliqué, quoi. Je dis pas qu'il y a des bouses, mais c'est que là, on est face à un film qui sort un peu des carcans habituels de Marvel, en termes un peu de qualité visuelle, déjà. Et ça marque les gens. Et je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est juste, on a plus palais déjà du MCU d'avoir des films un peu sympas, mais vraiment sympas, un peu au-dessus de la mêlée encore une fois. Et le grand spectacle post-Covid de manière générale, il s'est cassé la gueule, quoi. Genre des grands blockbusters, il y en a peut-être 2 par an, américains, je précise. Hein. Donc là, on se tape un truc un peu sympa, les gens sont un peu étonnés. Et encore une fois, il y a des trucs de merde. Hein. Les plans comics, là, je vois un comparatif passer sur les réseaux. Je vois les gens qui prennent des affiches de comics, enfin les covers, quoi, et qui comparent à ce qu'on a vu dans No Way Home. Et en fait, c'est des trucs qui ont été faits exprès, quoi. Ils ont pris des bouts de comics, ils les ont mis au début du film, et ils ont dit, bah voilà, c'est ça, c'est une ref. Et du coup, ça va faire bander les 4 fans de comics, j'exagère, hein, je suis un peu méchant, je rage bait, mais c'était des plans horribles. Et c'était un enchaînement au montage qui marchait pas, et tu vois qu'ils ont voulu imiter, mais c'est moche, c'est pas beau. Et quand tu vois les covers, tu vois le comparatif, tu vois, putain, mais attends, la cover, elle est grave colorée, elle est jolie, il y a du relief et tout. Et là, c'était un enchaînement de plans au début, sans relief, sans rien, c'était fake comme pas possible. Et ouais, moi, ça me dérange un peu ce délire fourre-tout, qui marche pas, qui veut vraiment tout faire pour plaire à tout le monde, quoi. Les comics, le fanservice, les refs, les sujets Gen Z, tout, quoi, tout est fait pour essayer d'optimiser l'appréciation du film. Bad Bunny, je crois qu'il y a du Tame Impala à un moment. Moi j'adore hein, Tame Impala, Bad Bunny, y a pas de souci. Mais juste, c'est un film qui est là pour optimiser à donf l'appréciation globale. Et ça fonctionne. Moi j'aime bien le film, encore une fois, c'est cool. Hein. Mais juste, ouais, il y a ce côté un peu cynique aussi. Et bah le film, il a pas d'identité propre ou d'âme, je trouve, comme beaucoup de films du MCU. Et moi, depuis No Way Home, je me fais plus avoir. Hein. Moi, No Way Home, comme beaucoup de personnes, je me suis fait avoir. Je suis sorti de la salle de cinéma, l'engouement, la séance, putain, les 3 Spider-Man, j'étais hyper content. C'était le truc de sortie de salle, quoi. Putain, critique à chaud, faut la sortir vite et tout. Tu vas vous revoir le film le soir même, et tu réfléchis un peu au film, tu fais, attendez, on s'est un peu foutu de notre gueule, quoi. C'est pas mauvais encore, No Way Home. Je trouve que c'est un film qui passe plutôt bien. Il y a des problèmes, c'est un peu gênant, mais ça passe plutôt bien, quoi. Je suis pas un hater de No Way Home, mais c'est vrai que tu prends cette claque post-sortie de No Way Home, et là, je pense que les gens, ils sont en mode claque aussi post-sortie Brand New Day. Et ça va redescendre, comme beaucoup de films, ça va redescendre. L'Odyssée, ça va pas redescendre, par exemple. Je sais que l'Odyssée, je vais autant kiffer, je l'ai vu 2 fois, j'ai limite autant plus apprécié la 2e fois. Là, Brand New Day, si j'y retourne, je vais me faire chier. Je vois, j'ai pas envie de 2h30, je vais me faire chier. Déjà, je me suis fait chier la première fois, je vais me refaire chier. Et encore une fois, c'est juste ça, c'est ce truc où maintenant on est tellement excité parce qu'on passe un super été cinéma avec l'Odyssée justement, avec pas mal de films plutôt cool, Obsession, Backrooms. Il y a des propositions intéressantes au cinéma grand public, entre guillemets, qui cartonnent, qui sont bonnes. Brand New Day arrive, ça va être le succès planétaire numéro 1 de l'année, sûrement dépassant Toy Story et même Doomsday, hein, j'imagine, pour le coup. Et bah ouais, les gens ils sont contents, mais c'est excitation post-salle, tu vois, c'est un peu culture de l'instant et tout, et c'est ok, on a le droit d'être excité post-salle, mais moi j'ai un peu des réserves, et je sais que ce film-là va pas bien vieillir dans la tête de beaucoup de personnes. Et c'est ok aussi, on a le droit d'adorer maintenant, de changer d'avis dans 2 semaines, mais je pense que moi, déjà j'essaie de plus me faire avoir sur ça, pour tous les films, et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer d'avis. Et c'est pas grave, qu'ils changent pas d'avis, on s'en fout. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un truc, une excitation globale, un événement culturel, qui fait que les gens sont trop contents, quoi. Mais quand ils vont penser au film, bah, ils vont l'oublier. Il y aura moins de trucs intéressants, quoi. Et j'ai envie de reparler un peu du film en soi, parce qu'il y a plein de trucs cool, évidemment, par rapport à ça. Mais les gens qui disent qu'on ressent enfin New York, enfin, moi, je suis désolé, hein, je ressens pas du tout, enfin, pas du tout, j'exagère un petit peu. Mais pour moi, New York, je le répète, c'est pas juste des figurants et des gratte-ciel. Pour moi, New York, c'est des humains. Je vais faire un peu mon vieux con, mais Sam Raimi, au fait, le Tobey Maguire, il avait des interactions tout le temps avec des humains de New York. Parce que New York, c'est un peuple, c'est pas juste une architecture.
c'est pas juste des figurants qui sont là à être possédés par Jean Grey. Et comme j'ai dit dans ma critique de base, s'il y avait justement ces gens normaux qui étaient possédés par la suite par Jean Grey, on aurait un truc bien plus touchant et bien plus fort. Mais là, c'est vrai qu'on a pas ça, quoi. Donc, il y a un moment, ça me saoule un petit peu les gens qui trouvent que New York, c'est vachement bien fait et tout. Alors que moi, je trouve que c'est pas filmé à New York. On le ressent parce que les scènes de fin, comme je vous l'avais dit, hein, c'est filmé à New York, on le ressent. C'est filmé à Glasgow. Mais surtout qu'au fait, bah, je vois pas New York, moi. Moi, je veux voir les humains à New York. Et la scène de fin, lors du générique, là, je vois des humains à New York. Et c'était cool, franchement. Mais bon, voilà, c'est par rapport à ça, moi, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent qu'on ressent New York, que c'est bien fait et tout. Moi, je trouve qu'on ressent pas du tout ça. On ressent pas l'âme de la ville. On ressent pas le peuple de la ville. Et il aurait dû interagir avec le peuple, ce Spider-Man-là. Pas juste avec des bâtiments, de la voltige et quelques petits trucs, quoi. Donc ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est assez décevant. Et le vrai problème, mais tout le monde le dit et je le répète, mais c'est le remplissage MCU, quoi. Il y a un moment, il y a tellement de choses. Alors, c'est contractuel, hein, vous savez. Sony, ils ont donné littéralement Spider-Man à Marvel. Sony récupère la grande majorité du box-office. Hein. Pour le coup, je sais plus c'est quoi le nouveau contrat, là. C'est plus 50-50, je crois. Avant, c'était 100%. Sony chopait 100% de l'argent, pour le coup, du MCU, de ce Spider-Man-là. Mais là, ça doit être un peu différent, ça a dû changer. Et en tout cas, il y a un contrat qui dit que si c'est un film Spider-Man, il doit y avoir d'autres personnages du MCU, il y a un nombre minimum. Donc là, ils ont Florence Pugh, qui joue Yelena, ils ont Hulk, Punisher, ils ont Jean Grey pour teaser, et forcément les X-Men qui vont arriver post Secret Wars. Ils ont plein de trucs comme ça, puis à la scène post-générique pour teaser Secret Wars et Doomsday, évidemment. Donc, ils sont obligés, mais ils n'utilisent pas forcément très bien les personnages. Bon, Florence Pugh, n'en parlons même pas, elle est là pour faire un petit caméo à la con, des petites blagues et tout, voilà, c'est pas intéressant. Mais surtout, Hulk, moi je pense que c'est dommage de ne pas avoir insisté. Or, la séquence que je trouve bien, la séquence horrifique avec Hulk, je trouve qu'elle est bien, elle est cool, il reconnaît, t'as même l'impression un peu Peter ou Spider-Man, parce qu'il y avait un peu cette théorie que Hulk, enfin Banner, ne se rappelle pas de Peter Parker, mais que Hulk s'en rappelle, quoi. Il y a des trucs un peu comme ça que je trouve cool, mais il a pas assez insisté sur la dualité des deux identités jusqu'au bout. Quand même, Hulk et Banner, enfin, quand il se réveille pendant une petite séquence de Hulk, il est dégoûté. Il se rappelle pas de ce qu'il a fait. Et ça aurait été cool d'avoir ça avec Spider-Man, un petit peu, il ait des flashs ou des moments où il se rappelle pas du tout de ce qu'il a fait, qui sont un peu amnésiques. Ça aurait été intéressant, je pense, thématiquement, de faire un lien un peu plus fort. Donc, ils n'utilisent pas assez Hulk, d'après moi, thématiquement. Pourtant, encore une fois, c'est un film de 2h30. Ce qui est intéressant, c'est l'inhibiteur. L'inhibiteur, c'est sûrement ce qui va flinguer les X-Men. C'est ça qui va vraiment causer leur persécution. Et ça va être intéressant. Et j'ai hâte de voir comment, justement, ils vont faire la différence entre, genre, les X-Men et les Avengers. Genre, pourquoi est-ce que les X-Men, t'es raciste et tu les discrimines envers eux? Par contre, les Avengers, non. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Mais du coup, Peter Parker sera l'architecte de la persécution des X-Men. Et Magneto va lui en vouloir et plein de trucs comme ça. Donc, j'ai hâte de voir comment ce Peter Parker va interagir avec les X-Men, parce qu'il y aura un truc qui sera, d'après moi, assez fort et hyper intéressant. Pour moi, c'est logique que là, il y a un truc sur l'inhibiteur qui va être sociétalement et en termes de drame de personnage, vraiment une bonne chose. Mais en termes de Hulk, la scène est cool, mais ils ont pas assez dressé les parallèles, quoi. Et Punisher, tu sais, j'y pensais. Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant dans le film, mis à part avoir cette scène un peu rigolote à la fin et faire des blagues tout le film? Qu'est-ce qu'il a apporté au film? Et qu'est-ce qu'il aurait pu apporter par rapport à Spider-Man? Parce qu'en fait, Punisher, ce qui est intéressant, c'est la violence. C'est un mec qui résout tout par la violence, qui tue des gens, il s'en fout. Je viens de voir un téléfilm Punisher il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus quand il est sorti, en mai là, où il butait des gens comme ça non-stop. Spider-Man, il fait pas ça. Peter Parker, il fait pas ça. Il y a jamais cette confrontation entre les deux. Il y a jamais ce truc en mode la violence c'est pas bien, Peter faudrait que peut-être toi tu sois violent et que je sais pas Peter il soit en mode araignée et qu'il devienne violent comme le Punisher et qu'ils aient une séquence à deux où il le voit vraiment violent et il se rend compte de ce qu'il fait. Je sais pas, je suis pas scénariste, mais tu vois dans l'idée il fallait dresser un parallèle plus intéressant en fonction de leur méthode. Là c'est un Punisher de Spider-Man, hein, donc en mode bisounours, c'est rigolo, il fait des blagues, mais ils auraient dû opposer la violence parce que Punisher c'est la violence, c'est la rage, la colère, le trauma. Et justement, la version araignée de Peter, c'est ça. Mais le parallèle, il n'est pas assez bien dressé. Et bah malheureusement, c'est assez vite par rapport à ça. Et c'est juste un clown, le Punisher, ici. Et pour moi, ça, c'est un peu décevant. Et j'aurais aimé en voir plus, malheureusement. Après, bon, qu'il y ait des caméos de Scorpion, de Tombstone et tout, moi, ça me dérange pas. C'est un peu dommage pour les gens qui sont fans de ces persos, mais vas-y, c'est pas la fin du monde. Tombstone, c'est dommage, parce que Tombstone, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu avant. Scorpion, vous allez me dire non plus, mais bon, voilà, il y avait peut-être un truc à faire par rapport à ça, mais moi, ça me dérange pas. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, je suis déçu. Scorpion, c'était même pas vraiment lui pendant la séquence, c'était Jean Grey et tout. Moi, je m'en fous un petit peu, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait trop de méchants, que ce soit vraiment le bordel. Il y a ce côté à la Spider-Man 3 où c'est vraiment mal géré.
Spider-Man 3, c'était peut-être encore pire en termes de gestion, parce que tu vois que le studio est intervenu, que c'est pas un film de Sam Raimi et tout, bref, c'est tout un bordel. Mais surtout, Damage Control, moi, c'est un truc que je savais pas, mais ils apparaissent dans d'autres séries et d'autres films du MCU. Je me rappelle pas lesquels. Séries, je pense pas que je les ai vues, les séries où il y a Damage Control. En tout cas, Tramel Tillman, l'acteur qui joue Metzger, il est pas dans les autres œuvres. Mais Damage Control, ils sont mis en avant comme des méchants. Il y a un twist par rapport au fait que c'est eux les méchants. Mais c'est vrai que si les gens comme moi, ils ont pas vu les séries ou les autres œuvres, on les cite, on sait pas que c'est les méchants dans Thunderbolts, je pense pas que ce soit eux. Mais du coup, ouais, c'est un peu les remplaçants du Shield, j'imagine, mes versions méchantes, quoi. Enfin, les Shield aussi, c'était un peu méchant. Bref, on va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, il y a un truc par rapport à ça. Le twist, il est nul, disons les choses, pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée du VMAX. Parce que plus tu penses au film, plus tu te rends compte que Jean Grey, elle demande à Tramel Tillman, c'est quoi le VMAX? Et lui, il est honnête. Il sait pas ce que c'est le VMAX. Parce qu'en fait, le VMAX, c'est une connerie d'aération, tu vois. Et il est vraiment honnête. Et ça, c'est un twist un peu plus intéressant que, ouais, l'entreprise, elle est méchante. Et ça, je l'ai dit dans ma critique, hein, le côté VMAX, la manière dont ils l'ont amené, c'était émouvant et bien fait. Et sur ça, j'ai vraiment rien à critiquer. Par contre, moi, j'ai critiqué un peu tout ce qui concerne Sadie Sink. Non pas elle, parce qu'elle fait le taf, mais c'est les gens, quoi. Il y a deux trucs. Il y a les gens qui étaient énervés que j'ai spoilé le fait que ce soit la méchante du film. Et tu sais, je pensais un peu à ça parce que les gens étaient un peu dégoûtés que j'ai spoilé avant la partie spoiler, mais pour moi, je vais rien spoiler. Pour moi, j'étais en mode, c'est la bande-annonce, c'est le film, elle a été vendue comme la méchante, c'est la méchante. Il y a des gens qui s'attendaient à un méchant mystère ou je sais pas quoi. Le méchant mystère, c'est Tramel Tillman, c'est le mec de Damage Control. Donc bon, je peux entendre que les gens avaient trop de théories, trop d'attentes, mais quand tu regardes la bande-annonce et quand tu regardes le film, il n'y a aucune surprise au final. Et je pense que les gens, ils étaient alors énervés parce que peut-être j'en ai trop dit, et ça je m'en excuse si j'en ai trop dit pour certaines personnes, moi j'avais pas l'impression, mais je pense que le vrai souci, c'est que le film n'avait rien à proposer en dehors de la bande-annonce. Il n'y a pas de vraie surprise, il n'y a pas de vrai choc, même la révélation de Jean Grey, elle est toute pourrie sur un écran, quoi. Donc je pense qu'il y a deux choses, il y a les gens qui sont déçus que j'ai spoilé, mais en fait, parce qu'ils s'attendaient à plus de choses, parce que la bande-annonce a tout montré, en fait, la bande-annonce, elle a tout dit, quoi. Du coup, il n'y a rien de vraiment marquant, étonnant, choquant dans le film, et les gens, ils sont un peu énervés, parce qu'ils pensaient que je spoilais, mais en fait, c'est pas que je spoilais, c'est que le concept du film, le fait que c'est elle la méchante, c'est tout. C'est le concept. Alors, il y a un twist, en fait, elle est pas si méchante que ça, d'accord. Mais globalement, le film est un peu creux, quoi. Il y a rien de marquant, tu vois. Pour un Marvel, c'est assez étonnant qu'il y ait rien à spoiler. Qu'est-ce qu'il y a à spoiler dans le film? Non, mais si vous réfléchissez au film, qu'est-ce qu'il y a à spoiler? En vrai, on s'en fout. En théorie, si le film était bien, vraiment bien, on s'en fout. Tu peux mettre toute la bande-annonce avec tous les chocs, et événements et tout, les surprises et tout, en théorie. Ça, si le film était bien, j'aurais quand même kiffé. Moi, les spoils, ça me dérange pas. Mais là, quand vous réfléchissez au film, qu'est-ce qu'il y a à spoiler, quoi? Rien. Il y a rien, il y a pas de matière dans le film. Même pour un film du MCU, surtout un film du MCU, il y a rien à spoiler, quoi. C'est un peu le vide. Et c'est pas grave, en soi. Mais juste, voilà, les gens étaient un peu déçus par rapport à ça, et je m'excuse si j'en ai trop dit. Mais en même temps, je suis désolé, hein, la bande-annonce, elle montre tout, sans surprise. Donc je trouvais ça normal de dire ce qu'il y avait dans le film, quoi. Et je pense que c'est un vrai souci du film, de n'avoir aucune surprise non plus, que des choses prévisibles, et ce genre de choses, quoi. Après, des choses que j'aime bien par rapport au personnage, les gens qui disent que non, elle est incroyable, l'actrice et tout, qu'elle fait un travail de fou, redescendez, il est bien, hein, mais bon, qui va se rappeler d'elle dans ce film, quoi? Qui va se rappeler d'elle en tant qu'antagoniste dans ce film, ou anti-héros, peu importe? Personne, en réalité. Par contre, il y a des choses que j'aime bien, que j'ai pas citées dans la première vidéo, c'est le fait qu'à la fin, elle aide Spider-Man à respirer, et donc c'est elle, probablement, qui sauve la vie de Spider-Man, comme lui a sauvé sa vie. Donc c'est un petit détail important que je trouve cool, mais vous prenez tout ça, tous ces personnages, toutes ces intrigues, vous avez un film qui est trop long, 2h30, et en 1h45, c'était plié, hein. Vous enlevez le gras, là, 1h45, 1h50, vous avez un super film, hyper efficace, bien rythmé, franchement, nickel. Non, ça dure 2h30, c'est interminable, il y a trop de trucs, c'est trop volumineux, et ça, c'est un vrai problème. Et il y a aussi un autre truc que j'aimerais rajouter, par rapport à Tom Holland, il y a des choses que j'aime bien. Alors, j'ai remarqué qu'en fait, on voit les yeux un peu de Tom Holland à travers le masque. Plus je rematais un peu les images et tout, et on voit un petit peu ses yeux, et c'est cool d'avoir un truc un peu expressif par rapport à ça. Et j'avais pas cité la physicalité de l'acteur. Vu qu'il est toujours sous le masque, il est très physique. Il joue beaucoup avec son corps. Et ça, c'est un truc qui est très cool chez Tom Holland, vu que c'est un danseur classique à la base. Peut-être pas classique, mais en tout cas, il a beaucoup fait de danse. Il fait du théâtre aussi maintenant aujourd'hui. Donc, il a beaucoup de physicalité qu'il met rarement en avant dans son rôle de Spider-Man, parce qu'il a toujours fait des trucs de Spider-Man. Mais là, vu qu'il mélange un peu les deux, Peter Parker, Spider-Man, je trouve que c'est pas mal. Par contre, moi, je maintiens aussi qu'on aurait dû plus en voir de Peter Parker. Et je suis pas en mode aveugle et sourd, on va dire, à cet argument de dire que non, le fait de pas montrer Peter, ça prouve qu'il est juste construit sur Spider-Man. Ça, je l'entends, je le comprends. Par contre, moi, je vous parle de quelques phrases. Pourquoi est-ce qu'il a un putain de PC, une putain d'IA, qui est d'ailleurs interprétée par Naomi Watts? Ça, j'avais pas fait gaffe pour le coup, mais j'ai vu ça sur internet.
Pourquoi il a un loyer? Pourquoi il a 2 pièces? Alors on voit la pièce parce que c'est dans l'immeuble et personne l'utilise et tout. Une phrase m'aurait suffi quoi. C'est quoi son taf? Qu'est-ce qu'il fait à côté? Est-ce qu'il a un taf? Est-ce qu'il a vraiment fini la fac? Est-ce qu'il ment? Des trucs comme ça. J'aurais aimé avoir un vrai truc, une ou deux phrases pour dire ok, il vit comme ça parce que c'est Peter Parker et en même temps il est consommé par Spider-Man et il se sent seul et ce genre de choses. J'aurais aimé ça. Genre là, ça éclipse complètement le truc et je pense que c'est pas une bonne idée de scénario de une. Et en termes de mise en scène non plus. Parce qu'ils en donnent un peu sur Peter Parker. Hein. Ils laissent un peu quelques petits trucs pour dire quand même, Peter, il existe. Mais pas assez. C'est ça qui est dommage. Par contre, j'aime bien le fait, et ça je l'avais pas dit non plus, qu'il parle à la flic, mais pas forcément que pour lui parler, parce que voilà, c'est un flic et tout, ou en tout cas un mec pro-flic, mais c'est parce qu'il se sent seul, quoi. Il voulait une amie. Et cette flic, qui est d'ailleurs l'actrice de Debert, elle lui parle, quoi. Et ils deviennent un petit peu potes et amis. D'ailleurs, c'est un peu très... Enfin, un peu. C'est très américain comme approche, c'est très pro-flic. C'est très surveillance de masse et tout. Et éthiquement, je trouve que Peter Parker et Spider-Man se perd, quoi. Le mec, éthiquement, il fait que des bêtises. Et je sais pas à quel point j'aime la naïveté. Plus j'y pense, plus je me demande à quel point j'aime la naïveté, ou pas d'ailleurs, de ce Peter Parker. Quand même, c'est un mec qui est censé être doctorant, ou en tout cas, il a fait des études où il est malin, ou enfin bref, il a genre 25 ans dans le film. Un truc comme ça. C'est quoi, 5 ans après le lycée, donc il va y avoir 23, 24. Et il est très naïf. Il est très bête. Politiquement, il est très bête par rapport au système et tout. C'est une chose qui peut plaire aux gens, mais plus j'y pense, plus je me rends compte qu'en fait, il est débile. Enfin, le truc de l'inhibiteur, quand Hulk lui dit ça, enfin Bruce Banner, du coup, bah, il réagit comme si de rien n'était. Pourtant, il se rend pas compte à quel point l'inhibiteur est une arme de destruction massive, entre guillemets, hein, limite, pour complètement discriminer et anéantir une espèce entière, quoi. Enfin, les mutants, quoi. Et ça, c'est un truc assez fou qui, malheureusement, fait que Peter Parker est un peu bête par rapport à ça, quoi. Il entend pas cet argument. Et je trouve ça un peu naïf. Après, ça me dérange pas, je pense, fondamentalement. Mais c'est vrai que ça le rend un peu moins appréciable en mode, bah, en fait, t'es con, mec. T'es un peu con, quoi. Ou il voit trop la vie en rose. Il va avoir ce réveil brutal et j'espère qu'il va devenir plus adulte. Parce qu'en fait, le but du film, c'est aussi d'être un film pour adultes, entre guillemets. Ça reste un film pour les enfants, hein. Et voilà, les gens qui aiment bien Spider-Man. Très universel, très familial. Mais lui a grandi. C'est bon, lui, c'est un jeune adulte. Maintenant, il devrait être un peu plus intelligent et moins naïf. Bon, ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Moi, ça m'a pas fondamentalement dérangé. Mais bon, j'aurais aimé voir ça un peu différemment. Par contre, le truc qui est cool, c'est qu'à la fin, en effet, il a pas le masque. Il a porté le masque quasiment tout le film. Et à la fin, il a pas le masque parce que, bah oui, c'est Peter Parker et Spider-Man à la fois. Je trouve que c'est une bonne idée de mise en scène. Encore une fois, moi, je suis dégoûté de la fin en mode toile d'araignée, CGI et tout, alors qu'il y avait une scène d'action d'arts martiaux vraiment cool. Le côté Man Spider, c'était pas possible. Ils allaient pas faire Man Spider parce que c'est trop gore, Cronenbergien, body horror pour ce film grand public. Mais au moins, ils auraient pu tenter un truc qui aille dans cette direction un peu plus. Là, il va pas à fond. Et comme tout le film, il va jamais à fond, malheureusement. Et la scène d'action, pour moi, était un peu gâchée. Mais l'idée de pas avoir le masque, c'est cool pour Tom Holland de une. Parce que là, l'acteur, il était quasiment sous le masque tout le temps. Et on ressent en effet la vibe insomniaque des jeux vidéo Spider-Man quasiment tout le film. Et s'il y a du bien et du pas bien. C'est-à-dire, encore une fois, je me répète par rapport à la première vidéo, mais parfois, quand c'est les acteurs, les cascadeurs et des vrais arts martiaux, c'est stylé. Quand c'est pas le cas, c'est un peu nul. Et je maintiens que je trouve que Zendaya n'est pas très intéressante dans ce film, mais c'est pas sa faute. Encore une fois, c'est une question de direction d'acting et je critique pas Zendaya en soi parce que c'est une super actrice. Hein, je trouve qu'à chaque fois, il est à fond. Là, c'est peut-être le rôle le plus inintéressant que j'ai vu de sa carrière. Je la trouve pas très convaincante, pas dingue, surtout la fameuse scène en question du twist et tout. Mais pareil pour tout le monde, hein, je trouve pas les acteurs incroyables. Ils font leur taf et puis basta. Mais Zendaya m'a un peu déçu. Je pensais qu'elle allait avoir des scènes où elle allait être plus marquante, justement parce que bah, elle a une scène quand même assez forte. Bon, c'est pas grave, c'est ok, mais voilà, je critique pas Zendaya, je dis juste que bah, dans le film, je trouve que c'est faible par rapport au truc qu'elle aurait dû jouer, quoi. Mais c'est pas sa faute, c'est la direction du réalisateur, évidemment. Il y a plein de trucs comme ça où je me dis, bah, je maintiens qu'ils auraient dû passer à autre chose, ils auraient dû 100% oublier cette histoire bah, avec Ned, avec MJ, mais pas possible. Ils auraient dû avoir une scène de dragouille entre la voisine et Peter Parker. Il y a plein de trucs comme ça, je suis un peu déçu. Ils auraient dû vraiment passer à autre chose, comme Zendaya c'est trop une star. Ça, on est d'accord sur ça et c'est un vrai problème. Et Ned, à la fin, qui reconnaît Peter, il y a deux choses. Il reconnaît que Peter Parker est Spider-Man, ça c'est clair et net. Maintenant, est-ce qu'il se souvient de lui de manière magique? Je pense pas en théorie, mais dans tous les cas, on s'en fiche. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, la relation va se relancer et que ça sera une relation amicale entre les deux. Et on verra sûrement platonique ou pas avec MJ. Mais vu le couple Zendaya-Tom Holland, vu ces histoires un peu extérieures au film, vu ce truc-là, je pense qu'ils vont les remettre ensemble dans la saga. Et ça me fait un peu chier. Voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on passe à autre chose.
Mais non, ils vont rester ensemble, un peu un truc hollywoodien. Regardez, ils sont ensemble dans la vraie vie, ils sont ensemble dans les films et tout. Amour impossible, on verra. Mais c'est clair qu'ils vont se remettre ensemble, qu'il y aura un truc. Mais j'aimerais que non, j'aimerais qu'ils passent à autre chose, qu'ils restent potes. Ça serait plus intéressant d'un point de vue juste thématiquement, socialement pour les gens, de la vie de tous les jours. Hein. Tu peux avoir des ex, être encore pote avec et tout, et toi avoir quelqu'un d'autre. Ça peut être intéressant. Mais j'aimerais bien qu'ils se trouvent une autre meuf, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est un film que je trouve ok. Je vais pas m'en rappeler, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est, voilà, au même niveau que les 3 autres. Les 4, pour moi, c'est quasiment la même chose. Encore une fois, en termes de mise en scène, celui-ci, c'est mieux. On est d'accord sur ça, que les derniers John Watts. Mais en termes d'efficacité, celui-ci en perd. Alors que franchement, même No Way Home, il y a des conneries, hein. Mais c'est efficace. Far From Home, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. On s'est compris, hein. C'est efficace. Homecoming, c'est un peu long pour le Homecoming, mais ça reste efficace. Franchement, le vautour, la scène du vautour dans Homecoming, elle est plus mémorable que tout le film ici, quoi. Mais largement. Dans Far From Home, la séquence avec Mysterio est plus mémorable. Et l'idée de Far From Home, d'avoir ces gars qui sont des artistes d'effets spéciaux, pendant qu'il y avait une grève d'effets spéciaux à Hollywood en même temps, et qui bossent ensemble pour être des méchants et tout, c'est génial comme idée. En fait, il y a plein d'idées formelles dans ces films-là qui sont trop cool. Bon, No Way Home, il y a des conneries, mais encore une fois, il y avait plein d'idées cool aussi, quoi. Donc voilà, c'est un film que je trouve cool. J'ai plus rien à dire sur le film. Peut-être je referai des TikTok, des Reels et tout pour en parler en détail, choses que j'ai pas encore dites dans ces vidéos-là, et je mettrai sur YouTube Short aussi. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez revu, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez adoré ou pas, j'ai envie d'avoir votre avis. Mettez-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.